Le FFDG Monde, ça représente presque 62 villes. C'est vraiment des groupes officiels qui sont soutenus par l'éditeur. Donc nous, on a eu la chance d'être le groupe officiel, il n'y en a qu'un en France. Et mine de rien, on est déjà le deuxième pays au monde et le premier en Europe. Donc on va continuer comme ça à grossir. Bonjour à tous. Alors, est-ce que ceux qui sont en Zoom m'entendent? Juste pour vérifier. Oui? Oui. Super, génial. Ok. Alors, on a pas mal de monde aussi en physique. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'en fait, c'est la première fois qu'on fait un meet-up autour des technologies Flutterflow slash Dreamflow, parce qu'on va aussi beaucoup parler de Dreamflow. On a la chance d'avoir un développeur advocate, Pooja, qui va nous présenter Dreamflow, qui travaille pour l'entreprise Flutterflow, qui est en Inde actuellement, à Bangalore. Donc il est tard pour elle, donc on va assez vite enchaîner pour qu'elle puisse aller se coucher. Et on va pas parler quand même que de Flutterflow, parce qu'en fait l'idée derrière c'est aussi de parler d'IA, c'est de parler de Vibes Coding, c'est parler d'Agentic, c'est parler d'MCP, enfin c'est de parler de tout ce qu'on a envie aussi autour de ça. On n'est pas sponsorisé par Flutterflow, on n'est pas payé par personne ici, on est juste des passionnés de tout ça comme vous je pense. Et l'idée c'est aussi de partager les craintes, c'est de partager des questionnements sur l'avenir du développeur front-end, enfin voilà. Donc l'idée c'est de partager. Ce qu'on voulait faire, c'était de se dire qu'on démarrait par des conférences d'experts. On a la chance d'avoir 3 super experts clairement en Flutterflow ici, d'autres aussi que je reconnais dans la salle qui sont experts, donc c'est l'occasion aussi d'après de se poser des questions et tout. La première chose que je veux faire vraiment, c'est de remercier Annabelle et toutes ses équipes de nous accueillir ici, hyper gentiment. Ce qui serait chouette, c'est que tu puisses présenter tous tes établissements, parce que c'est un projet brillantissime, tous ces établissements. Et merci encore vraiment de nous accueillir comme ça, c'est vraiment super. Voilà. C'est déjà ce que je C'est vous déjà. Normalement en cours. Voilà, et alors il faut prendre les 2 micros. Annabelle, c'est pour toi. Alors, merci Frédéric. Je suis Annabelle Bismuth, je suis la directrice académique et directrice générale également d'un réseau qui s'appelle Scolae. Je vais essayer de pitcher en 1 minute parce que le plus important c'est évidemment Flutter. Scolae, c'est un réseau à la fois d'enseignement supérieur et de formation continue qui est présent en France et dans quelques autres pays, mais enfin essentiellement en France, avec des formations initiales à alternance de bac à bac plus 5 avec 22 000 étudiants sur des formations initiale alternance, et puis de la formation continue avec à peu près 150 000 apprenants, notamment sur de la formation en informatique par le biais de M2I qui assure chez nous la formation continue M2I à Billways. Scolae sur l'enseignement initial alternance, c'est 50 ans d'existence. Je vous disais 22 000 étudiants sur 4 pôles d'enseignement, du management, du design, des médias et du numérique. Et dans le numérique, on a une école qui est leader en France des formations en informatique en alternance, qui est l'ESGI, qui a à peu près 5 000 étudiants en France, avec une dizaine de filières sur de la sécurité informatique, sur de l'intelligence artificielle, sur sécurité système réseau cloud, sur de l'ingénierie du web. Donc il y en a une dizaine, et qui a un champ d'expertise, une expertise forte sur tout ce qui est sécurité, avec pas mal de hackathons qui sont gagnés par les élèves de l'ESGI sur tout ce qui est cybersécurité notamment. Ici, on a 25 campus en France, on est présent sur 13 villes, et ici, vous êtes sur le campus qu'on appelle le campus design et digital, sur lequel on va accueillir le CITV, qui est notre école de web et d'audiovisuel, l'ICANN, qui est une école de jeux vidéo et de design web et d'animation, de films d'animation, et puis ESUPCOM, qui est une école de communication digitale. Donc, on est ici sur un campus
qui est dédié à l'univers du marketing digital, du web design globalement. Donc c'est pour ça que ça m'a semblé intéressant pour une première fois de vous accueillir ici. D'autres meet-ups seront hébergés. J'ai proposé à Frédéric de poursuivre la collaboration en hébergeant sur le campus de l'ESGI, qui est donc l'école d'informatique qui est dans le 12e arrondissement vers Nation. Mais pour cette première édition, comme je savais qu'on était en hybride, on a la chance d'être dans un campus sur lequel on a toutes nos salles qui sont complètement hybridées et des plateaux si vous avez besoin de faire d'utiliser les studios, puisque le CITV, c'est une école qui fait beaucoup de communication audiovisuelle, donc on a tout ce qu'il faut ici. Je suis très contente de pouvoir vous accueillir sur ces sujets, parce que quand on parle effectivement de Flutter, de ce que vont devenir les développeurs front-end, c'est un sujet qui nous interpelle évidemment au quotidien dans le cadre de la formation de nos ingénieurs informatiques. Donc voilà, je suis ravie de vous accueillir et merci à Frédéric de le faire dans nos locaux. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Annabelle parce que franchement... Merci. Alors 2 mots et après on passe au truc plus intéressant avec Dreamflow. Juste je veux vous dire que bon, à la base c'était une idée de créer, on est beaucoup de développeurs autour de Flutterflow. Il n'y avait pas de groupe en France vraiment, à part quelques initiatives comme ça. Donc l'idée c'était tous ceux qui avaient des initiatives de dire venez on se regroupe et on fait un truc un peu plus gros. Il y a le FFDG Monde, ça représente presque 62 villes, c'est vraiment des groupes officiels qui sont soutenus par l'éditeur. Donc nous on a eu la chance d'être le groupe officiel, il n'y en a qu'un en France. Et mine de rien, on est déjà le 2e pays au monde en termes de nombre et le premier en Europe. Donc on va continuer comme ça à grossir. On va voir, on va essayer de voir si Flutterflow reste la seule techno dont on parle. Pour l'instant, c'est l'idée. Et donc, c'est déjà un groupe sympa, quoi. Et voilà. Je vais laisser la parole à Pooja. Pooja, you can hear me? Yes, I can hear you. Okay, great. So you can share your screen if you want. Yeah. J'espère que vous parlez tous anglais parce qu'elle va parler anglais avec un petit accent indien. Il faut que tu arrêtes de stop sharing. Je peux te l'arrêter. Tu m'arrêtes? Ok. Donc, okay, I may have to rejoin. Yeah, you can share your screen if you want. Yeah, I have to rejoin because. Okay, sure, come back. Son Pooja est évangéliste ou ce qu'ils appellent développeur advocate chez Flutterflow. Et notamment, elle est très focus sur Dreamflow. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un peu l'équivalent du Bolt, Claude ou Lovable sur d'autres technos de la version Flutterflow. Elle va revenir. Et... All right, you can hear me, I think. Yeah, everything's fine. But we can see your screen actually. You can see something. Yeah, that's working. So, Yeah, it looks black. okay, you have the speech now. You can go. Oui. Bonsoir à tous. Mon français est mauvais, alors je vais parler en anglais. Alors, hi everyone. I am Pooja Bhaumik. I have been working with Flutter since 2018 now, and I have been working at Flutterflow, I think, since 2.5 years now as a developer advocate, and I'm here in India talking to you from India, and which is great that I'm getting to meet all of you from here. So today we'll be talking a bit about Flutterflow and Dreamflow, and I will also be giving a demo of Dreamflow. I don't know if anyone here has used it before, but hopefully we'll have some people experiment with it. So I don't know how many of you have been working with mobile development before this, before Flutterflow, but we've had an entire era of tools that we had to build mobile apps.
starting with the traditional IDEs like VS Code, Android Studio, Xcode, etc. And then we had low-code tools like Flutterflow that came into the picture. We'll talk more about it in the next slides as well. Recently, we also have agentic IDEs like Cursor coming into the picture. And now we have something like Flutter IDEs, which is specific framework-based IDEs. Now, if you've ever worked with traditional IDEs, there are some pros and cons. For example, it was mostly limited to coding or coders, right? Anyone who was non-technical would have a bit of a barrier to actually code in these tools. However, the pros are obviously that it has full control over code, you have access to rich testing and debugging tools. But as I said, it is limited to technical coders, and any iteration cycles like building features, that was pretty slow because you are just writing with traditional code, right? Then came low-code tools like Flutterflow, and I think a lot of you have obviously used Flutterflow, and that's why you're here to know more about it. And the pros are definitely like, we finally had a tool where non-technical users can also build apps, right? It kind of removed this barrier that, hey, only people who can code can build products. Not anymore. Now everyone can build products, right? And even for coders, it kind of removed the dependency on boilerplate code. So it generated the code base for you, and you only have to think about your complex features. So you don't have to think about the architecture of the project anymore. You just think about what are the complex features that you must add, right? The cons, obviously, at some point, if anyone has built very complex projects with Flutterflow, would have realized that there may be certain places where flexibility or customizability might have been limited. There are certain things where it was not possible for Flutterflow to do. The reason being that in Flutterflow, we have an abstract generated layer that is created for you. There is our own language that we use. Technically, it does build Flutter apps, obviously, and it is written in Flutter. However, we create our own abstraction layer, we create our own classes in Flutter, which the builder can only understand. Which is why, even today, you cannot add any random Flutter project back to Flutterflow because it does not understand that language in a way. There is a difference in how Flutterflow projects are architected and in how traditional Flutter projects are created, right? So there was this limitation for sure. And recently, obviously, we've had this boom of agentic experiences on IDE like Claude Code and Cursor, right? If you have used Cursor before, it is basically a fork of the VS Code IDE, and it adds an agentic experience on top of it. It definitely makes engineers much faster because you can do a lot with just one prompt, right? You can build an entire feature if you have to in Cursor, right? And it also has the context of the code base, which early on tools like ChatGPT would not have. You have to like provide code snippets to ChatGPT that, hey, can you just tell me how to fix this problem? But with tools like Cursor, it has the context of the code base already. So when you say fix it, it knows exactly what the problem was, and it knows where to fix it without suggesting architecture that you had never built your ongoing project in. But obviously, if I just talk about mobile development, Cursor is built for every framework. So you can build or you can use any project that's web, mobile, React, Flutter, anything, right? So it does not have an ecosystem that's created for just Flutter or native apps. You can run it from Cursor, but you cannot have like a specific experience, a dev experience that is created for mobile apps.
for example, no visual building, right? And that is where Dreamflow came into the picture, and that is why we ideated around Dreamflow, where we wanted to take the best parts of Flutterflow, we want to take the best parts of Flutter ecosystem, we want to take the best parts of Cursor and build an ID out of it. And for example, you in Dreamflow, you have the access to the raw code, right? There is no abstraction layer that is created for you. There is not any bloated classes that's created for you that you have to understand. If you want it in a certain architecture, you can build it in a certain architecture. You want it like in clean architecture, you can build in clean architecture as well. So you have the entire source of truth in Dreamflow, and you can edit the code if you know how to code. However, obviously there are people who do not know how to code Flutter very well. So for them, the agentic experience is also provided in Dreamflow. So you can simply jumpstart development and troubleshoot any issues that you're facing in the project, because again, you have access, or like the agent has access or context of the entire code base, right? So when you say build X feature, it knows exactly where your screens are placed. It knows exactly where your widgets are placed, and it will create reading. First, it will learn your code base, and then it will add a new feature on top of it. And of course, it also will help you troubleshoot bugs. But additionally, we also have a third layer, which is not currently in any of our other tools, except Flutterflow, obviously, because Flutterflow was the first tool that was built on the visual aspect of it, right? So Dreamflow obviously also talks a lot about the visual layer, because you may want to just edit your screen just the way just the way your vision is, right? You want to just drag and drop. You want to change the color as you see it. Yeah. You want to just change the color as you see it on the screen, just like Flutterflow, right? It is you have a property editor, and obviously I'll give a demo and you will be able to see it. And that way you can easily iterate on the features and also discover different elements of the page or screen or widget, etc. So that's Dreamflow, and I would love to show a demo so we can just see what all we could do in this new tool, and how it's similar to Flutterflow as well, or not similar to Flutterflow as well. So I'm gonna go and open Dreamflow. This is an app. I don't know if you feel like this is similar to any app that you've used before. It is the Apple Stocks app that if you have an iPhone, you probably have the Stocks app already installed. It's the Apple Stocks app. But I have removed certain features so I can show you how we build on it with the agent experience and the property editor. With a show of hands, since I can see people here, are there people who have worked with Flutter before? So you just raise your hands if you worked with Flutter before. Ceux qui ont travaillé en Flutter. Okay, I see a few hands. Awesome. All right, so we will try to not use the coding part of it as much as possible, since most of the people could be non-technical builders. So I'm going to show how the platform first looks like, right? There is, and I hope everyone can see it. I think I can see it in my reflection for sure. But you have a bunch of panels that you see once you open Dreamflow for the first time. Once you open your app or project in Dreamflow for the first time, where you have this similar looking panel at the left side, which has the theme, it has assets, and it also has Supabase and Firebase integration. Similar to Flutterflow, where you have a bunch of integrations on the left side, we also have a panel here. But definitely the main view looks very different from Flutterflow, right? So this is the view that you see where you have the preview of the app. This is
very similar to the canvas that we have in Flutterflow where you see the preview, though only difference is that it is actually running the app right now. So there is no test mode as such in Dreamflow because it is currently running the app. So if I make any changes, it will hot reload the app right there. So in this case, you will see that there is a preview tab, a code tab, and a split tab. When I go to the code tab, I can see the raw code that was used to build that screen, which is a lot of code, of course. And if I want to see also the split view, which is the code and the screen that is running this page, I can basically, also if you want to compare like how the code changes is, affecting the app, you can basically compare from it. But obviously this is a lot of code. I think as someone who's reading this for the very first time, it seems like I will never get to understand what is actually being written here, right? Which is where we have this new tool in Dreamflow, where here on the top of the screen, you have something called an inspect mode. When you turn this on, before I turn it on, if I see that I can actually, there's not much happening in this app right now, there is not any action on it, but when I turn this inspect mode on, if you see at this point now I can see all the widgets that were used in preparing the screen. So here there is an icon, here there is a column, this is a column, and then the parent is a container. If I click on this, if you see that it jumped to the code where the container was clicked on, right? So for example, if I go to this symbol text, I click on this, it again jumped to the symbol text, which is a hard-coded value here, right? So in this case, if you want to figure out where a particular part of this UI is via the code, you can just enable inspect mode and now you can see, right? But again, I don't want to see the code because I don't understand it, right? I will probably go back to my preview mode because I don't want to see the code right now. And there is a panel on the left side, which is the widget tree, which you are familiar with from Flutterflow. Here you have the entire widget tree created, which is where you're using. Here there is a list view created, right? Again, I can again click this container here, and this should jump to the container in the widget tree. Now, widget tree is much easier for you to understand because it's in a parent-child relationship. So here, if I also want to just look into the widget tree, and maybe here there is an icon button. I want to see where that icon button is in the UI. I click on this, and it will show, it will highlight it in your UI screen, right? Make sure that your inspect mode is again turned on. So you have all the widgets that was used in this widget tree. Now, I don't know if you noticed this, and I'm sure you will notice this when you actually use Dreamflow yourself. And if you have used Flutterflow, you will realize that there are certain new widgets that are in this widget tree that was not in Flutterflow. For example, we have a gesture detector here. And if you have never really looked at the Flutterflow's generated code, you will probably not be very familiar with it. But whenever you're adding an action on a widget, you are actually wrapping, in the generated code, you're wrapping it with a gesture detector. So basically it detects a gesture, right? Now, the great thing is that all these widgets are now exposed in Dreamflow. It is not creating any again, abstract widget that you have no idea about. If you want to know about gesture detector, you can go to the Flutter's documentation site as well, because it is the widget that is introduced by the Flutter framework, and it's nothing new that Flutterflow created. It's basically the framework widget. So you can now click on it, and again it will highlight it. Now this is great. We have the widget tree.
There's also like some tools where, hey, I don't want the detailed view, I only want like a simplified view. So you can just use that, and if you see there are some widgets now not showing up. So if you feel like the detailed view is a lot, you can always switch to the simplified view. Now let's talk about the properties editor, which is on your right of your preview. So as soon as you click on a widget here, you open the properties of that widget, and this is pretty similar concept as Flutter flows, because every time you have the text widget or the container widget or something, you have the properties on the right. Similarly, you also have the properties on the right here. For example, you have the symbol, and if I click on this code, switch to code view, you will see that it's basically the string. So if I change this to something here, if you notice, this has also updated, right? So this text, so if I change this to, so this is actually running the app, right? So it is changing the value. And you can also like change the typography, the layout. You want the container to be bigger or have more padding or something, so like have 24 padding or something. So you can definitely change a lot of things from the properties editor. Now let's talk about the agent. I'm going to close the properties. So here basically it's kind of like the agentic experience in Cursor or other AI tools where you can talk to your code and make changes. For example, I don't want the symbol and company name to be a hard-coded value. So let me try and see. And again, it's AI, so it can fail at some points, but since you have access to all the code, you can also fix it either through the properties or through the code itself. But yeah, let's try first. So let me see, here we have change the symbol text and company name text to their stock variables. So there is an object called there is an object called stock, and it will change it to the variable part of it. So it could be like stock.symbol or something like that. So let's see if that works. So here we are doing some generating, and it's going to first read the code. So let's see, it's searching the project for hard-coded symbol and company name usages, and it will update the relevant widgets. So once it finds that, it will start working on the changes that I have asked. So it found the file that it has the changes in, which is the stock list item, which is correct. I'm gonna just disable inspect mode here. And let's wait for the agent to actually change. So and if you also notice, we do have different agent models that you can use depending on if you feel like Gemini is doing a better job in certain ask, or Claude is doing a better job, or maybe you want to reduce on the credits that you also are using, you can change it to a different model. And as you see, the changes are already done while we were talking. So the changes are here, and if you see now, this is showing the actual company name and actual symbol, and the changes are also explain like what was the checklist, what was the update that was done, so you are not completely like blind about what happened, right? So this happened, and it kind of only used 0.19 credits. For a free plan, you have 10 credits that is given to everyone, and this only used 0.1 credit. So you can also figure out how certain changes are going to use credits. So that's great. Okay, I see this. Now I want to add, there's a widget called mini chart, and I want to add that.
But now I will not use the AI agent. For now, I will actually show you through the widget tree and through the properties. So let me just open inspect mode again because I don't want to find the widget myself. I will go and find the row here. So this is the row, and I'm gonna add a container. Now, again, very similar to Flutterflow where you have all the framework widgets that is there. So all the widgets that is part of the Flutter framework is available in this list. And I am looking for a container. So let me add that. And as you see, it actually created a container with a big box. And I'm going to just open the properties thing. So I will make sure that this container is open in the properties editor, and I'm going to remove the width and the height because I don't need that. I'm going to also remove the decoration as well. And if I go back to my code, I think it shows up here at the end with just an alignment, which is exactly what the properties editor also had. So like it only had a center alignment, right? Going back to my preview again. Now this container, it's just a wrapper for my mini chart widget. The mini chart widget is, if you open the code, it is actually part of the widgets created, right? Now how it looks like, we will see it in action. I will again add a child to my container, and here this was all the framework widgets, but the second tab are the project or the custom widgets that you have created. So these are the custom widgets that we have, right? So now let's open mini chart or click on mini chart, and if you see on the properties there is a child field that is added with mini chart, and also in your widget tree you have the mini chart added, right? However, we still need to add the data to the mini chart because it does not have any data. As you see, the data is still an empty list. So I can change it to the stock variable. It's something like stock.chart data. And now you see some chart that is added to the end of the row. I also want to make sure that is positive is defaulted to false, which is obviously incorrect. So I'm gonna switch to code view again, and instead of the hard-coded false, it will be stock dot is positive. And now if you see, some are growing stocks, some are declining stocks now. However, the position seems pretty wacky to me, so I don't want it at the end. I want it in the center of the widget. And very similar to Flutterflow, you can find the row here. So this is the column for the text. Then you have this column, which is, you have the column for the numbers, and then you have the container column, right? So I want to move this as a second child in the row, and here I'm going to just drag it and make it a sibling for the column. So here, let's see, where did that go? We have it. Okay, let's see if the width and height is still given. Let's see, 40, yeah, it's still there, 40 or something. And I guess the container with the text just vanished because I did the drag and drop pretty wrong. So let me just undo it for now. Yeah, okay, so let's see. Yeah, we have this, and I am going to make sure that this is part of the sibling here. Yeah, okay. For some reason that is always going down, but anyway, I will just want to show you the container here. Alright, 40. And now you have somehow the text I think is gone, but I will try to get it back later. So you have the mini chart here,
And maybe now I want to add some animations to it, right? So I can ask AI to do it. So for example, like here, add some entry animations to the mini chart with staggered timing, maybe. Having a smooth fade in, scale, and line drawing animation. Each slide, each item slides in from the right with a fade effect. Okay. So let me try that and see if that works. And let me disable inspect mode and see while it is working. I don't want to also whenever the AI agent is also working on the code, if you are also changing the code at the same time, it's basically both are actually changing it at the same time. So I'm gonna still wait for the agent to actually change it and see what did I break. So currently the agent is reading the mini chart, it is reading the stock list item, it's reading the screen as well, and hopefully it will have some animation soon. Pooja, Yes. I think we will have to move to the next speaker soon. Okay. I'm sorry. Do I have 2 minutes? 2 minutes. Sorry, I have to be the timekeeper. Sure, no problem. We'll just see if 2 minutes is enough for it to happen. Otherwise, yeah. I mean, I will, while it is happening, I can just make sure that I let you know that we are currently running a competition, which is the Dreamflow Friends channel, challenge, which is happening right now and ending Friday, September 5th. So, which means that you can try out Dreamflow with your free plan. You can build a one-page party game, which like spin in the wheel or truth or dare or whatever it is, and you can just share it on socials, and you get a chance to win a discount code or a free month plan, so that way you have more credits to experiment. Yeah, definitely go on to Twitter and see the instructions for it. All the instructions are here, and like for example, this game was built in 2 credits itself. And let's see. Yeah, the animation is working right now, so we are kind of done, I would say. So if you see, there is a line animation happening, which was created, and actually the AI is still working on it, but yeah, it's running. It has no errors, and yeah, I would love for you to try out Dreamflow and see if you have any feedback. You can also publish from Dreamflow to web, mobile, Apple Store, Play Store as well. And you can also connect to the Superbase and Firebase connections as well from Dreamflow as well. Yeah, I guess that's all from my end. And I would love to see some submissions for the challenge for you to try out Dreamflow and give us feedback as well. Thank you. Thank you, Pooja. Thank you. Wow, c'est bien. Ça réveille hein, quand même. Thank you, Pooja. Sorry. Yeah, I will be dropping off. Yeah, sure. It's very late for you. So, yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Nous, on discute pas mal entre développeurs Flutterflow. C'est vrai qu'on se pose certaines questions quand même. En quoi Dreamflow va remplacer Flutterflow? Enfin, on n'a pas la réponse, hein, mais s'il y en a qui l'ont, on est ouvert à discuter. Et aussi, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui utilisent Lovable ou Claude ou Bolt ou je sais pas ici? Certains, voilà. Nous, on se pose aussi un peu des questions Dreamflow versus des Claude, par exemple.
quelle va être la position de Dreamflow par rapport à ça. Donc voilà, on est ouvert à discuter par rapport à ça. Comment ? Claude fait partie des. Il y a un côté que on pouvait choisir Claude Sonnet et intégrer dans Dreamflow déjà. Ouais, mais avec du clone, on peut générer aussi du React Native, on peut faire des applis mobiles, pas forcément basées sur du Flutter, mais on peut quand même faire des applis mobiles en Vibes codant. Donc on se pose aussi un peu des questions de la position de Flutter et tout ça là-dedans. Donc je trouve qu'en tant que développeur Flutterflow, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui, qui sont intéressantes à partager, quoi. Enfin, si certains ont des avis d'ailleurs. Ouais. Moi, j'ai pas trop d'expérience encore, mais là où ça a l'air bien cet éditeur, c'est qu'on a accès à tout, quoi, le code. On peut aussi faire du no-code si on a envie, ce qui n'est pas encore trop le cas. Par exemple, Lovable, ils ont un peu ça, mais pas aussi bien que. C'est vrai. C'est juste que c'est spécialisé. Ouais, en fait, c'est une forme de Lovable spécialisée en Flutter. Ouais. Est-ce qu'il est possible, est-ce que quelqu'un a déjà migré une appli de Flutterflow vers Dreamflow? Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire le contraire, à notre grand désespoir, c'est-à-dire faire un truc en Dreamflow et le migrer vers du Flutterflow, ce qui était le cas au début, mais ça a disparu. Hein? C'était prévu, mais ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé, au début il y avait un bouton, mais... Je comprends que le retour vers Flutterflow soit impossible, mais aller vers Dreamflow, ça aurait pu être... Est-ce qu'il y a besoin de retourner vers Flutterflow parce qu'on a l'impression qu'il y a les mêmes features maintenant? Bah voilà, c'est la question qu'on se pose aussi un peu aujourd'hui. Je suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai l'impression que la position de Flutterflow avec Dreamflow nous emmène vers une volonté d'être très bon dans le MVP, d'être très bon dans les produits justement de 0 à 1. Mais moi j'ai un peu de frustration parce qu'on voit de moins en moins d'évolution de Flutterflow pour vraiment des développements un petit peu plus avancés, un petit peu plus à destination justement des produits plus complexes. Et une volonté plus d'aller dans ce côté MVP et de devenir un peu le lovable de l'app mobile. Et en tant que développeur, je me questionne un peu sur la suite. Je suis assez d'accord, et d'autant plus que quand on voit d'autres front-ends comme WeWeb par exemple, on voit qu'ils ont vraiment intégré le Vibes Coding à l'intérieur même de l'outil no-code, à l'intérieur même de l'éditeur no-code. C'est un truc que pourrait faire aussi Flutterflow, qui a visiblement l'intention de faire, hein, mais on n'a pas vu encore tout sortir. Il y a deux plateformes, du coup, il y a Flutterflow. C'est ça. Ils ont enlevé le bouton pour qu'on aille directement sur Flutterflow. Après, moi, Dreamflow, j'ai été impressionnée par le côté design. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça bien et rapide. Mais après, on se posait des questions sur le côté vraiment passer des paramètres, faire des composants de page, etc. Tout ce qui était vraiment technique. Moi, j'ai eu du mal à le faire sur Dreamflow et du coup, impossible de le reproduire sur Flutterflow directement. Donc, toute la partie relou, en tout cas technique, tu peux pas la faire sur Dreamflow. Ouais. Tu es obligé de la reproduire toi, et donc du coup c'est pour ça qu'on a un peu plus de mal à comprendre pourquoi il y a deux plateformes différentes et comment techniquement on peut faire les trucs sur Dreamflow en ayant la visibilité de ce qu'on fait concrètement. Moi, je suis assez d'accord. C'est encore un peu flou, mais tout va tellement vite chez tout le monde que c'est pas les seuls à que ça soit un peu flou comme ça. Moi, je sais qu'en termes, là je parle vraiment à titre perso, mais en termes de best practice, j'essaie de mettre toute ma business logic dans le back-end. Moi, j'utilise beaucoup Xano parce que j'ai une casquette Xano, je suis très actif dans le milieu des back-end Xano. Il y en a qui sont plus Firebase, etc. ici. Et moi, sur Xano, je mets toute ma logique et justement, je me dis comme ça, je suis moins dépendant au niveau du front. Et avec un truc de Vibes Coding comme par exemple Dreamflow, je lui passe mon Swagger, automatiquement il connecte et du coup les trucs plus relous comme tu dis, ils sont dans le back-end en fait. Voilà. Enfin, moi c'est comme ça que j'architecture mon architecture logicielle aujourd'hui. Mais Buildchip en back-end, mais j'ai pas testé. Buildchip c'est vachement bien aussi je trouve. Mais Buildchip par contre, MCP, Agentic et tout, j'ai pas trop testé, mais par contre c'est des back-end comme Xano, ça marche hyper bien quoi, c'est impressionnant. Donc ça, moi je prévois un peu le futur comme ça dans le sens où au moins si ça, on voit que ça change beaucoup au niveau front. Entre Lovable, Ball, Mistral, ils sont tous en train de se faire la compétition là et voilà. On va peut-être laisser la parole à Franco. Tiens, je te donne les deux micros pour le prix là. Merci. Bon, bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de monde pour un premier événement. Je reconnais certains visages là, que j'ai eu l'occasion de voir sur les réseaux et puis d'autres avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer. Donc pour me présenter auprès de personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Franco Muyo. J'ai commencé le développement il y a 7 ans pour une raison simple, c'est que je voulais lancer une application. Donc j'ai toujours été attiré par le produit, créer vraiment une application
qui résout des problèmes pour mes utilisateurs. Et à l'époque, donc, le no-code n'était pas du tout développé, le vibe coding n'existait pas du tout. Et c'est comme ça que je me suis formé sur le développement web. Donc j'ai beaucoup développé sur du web, notamment avec une technologie qui s'appelle Ruby. Et au cours des années, j'ai développé des produits pour moi, pour des clients, toujours avec cet aspect produit et technique. J'ai découvert le no-code par ouverture d'esprit il y a quelques années et j'ai testé les différents outils qui existaient pour me faire une idée. Donc des outils que vous connaissez certainement comme Adalo, Bubble, Glide et Flutterflow. Quand j'ai fait ces tests-là, Flutterflow a coché toutes les cases pour moi parce que j'étais impressionné par la vitesse d'exécution du no-code pour justement créer un produit, itérer rapidement. J'ai donc basculé du code vers le no-code. Et aujourd'hui, je suis product builder, donc j'accompagne mes clients sur la vision produit et l'exécution technique, à la fois sous forme d'accompagnement où je les fais monter en compétences, ou via de la prestation classique où c'est moi qui m'occupe du développement. Donc moi je voudrais vous parler de deux sujets. Le premier sujet, c'est comment structurer son projet, parce qu'on parle beaucoup des enjeux techniques quand on crée une application, comment est-ce qu'on peut vibe coder une application rapidement avec le no-code ou en code, mais avant même de passer à l'exécution technique, il faut avant tout cadrer son projet, comprendre la problématique qu'on souhaite résoudre avec son application, comprendre pour qui on souhaite résoudre cette problématique et se canaliser, savoir itérer. Donc pour avoir un fil conducteur dans cette présentation, je vais prendre un projet sur lequel je travaille en ce moment. Et d'ailleurs, j'ai le plaisir d'avoir mon client Malik qui a fait le déplacement de Marseille pour venir ce soir à l'événement. Et ce projet, c'est Expa, donc qu'on développe en l'occurrence avec Flutterflow, Firebase et Firebase. L'application va sortir courant septembre. Donc retenez Expa pour tester tout ça. Et Expa, c'est une application qui est enrichie à l'intelligence artificielle et qui va vous permettre de piloter votre projet d'expatriation de la façon la plus simple, avec forcément un agent qui vous donne des conseils personnalisés par rapport à votre profil, votre destination et le pays d'où vous partez. Donc la première étape, quand on commence un projet, souvent on a une idée et on a plein de fonctionnalités en tête parce qu'on a vraiment le produit parfait. Moi, ce que je recommande à mes clients, et c'est comme ça que je travaille, c'est dans un premier temps, on ne s'interdit rien, on va lister toutes les fonctionnalités qu'on souhaite dans notre application, qu'est-ce qu'on voudrait dans le monde idéal. À partir de là, on va commencer vraiment le travail de priorisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, quand on crée un produit, on doit faire des allers-retours avec ses utilisateurs. C'est vraiment quelque chose qu'on construit en tandem. Et donc, l'idée est de sortir un produit en quelques semaines. Et pour sortir un produit en quelques semaines, on va se focaliser sur une fonctionnalité principale qui répond le plus à la problématique de nos clients et 2-3 fonctionnalités secondaires. Quand je dis 2-3 fonctionnalités secondaires, ça peut être le système d'authentification, un système d'abonnement par exemple. Là, en l'occurrence, la killer feature de Expa, c'est un agent IA qui vous permet de structurer votre projet d'expatriation sur mesure. Ce qui est important aussi, c'est bien de savoir la fonctionnalité qu'on souhaite développer, mais pour qui est-ce qu'on va créer une application? Donc, ce qu'il faut faire, c'est développer un persona ou un avatar. L'avatar, ça va être une description standard du type d'utilisateur qui va utiliser votre application. Donc. Et pourquoi c'est important de le faire? Eh bien, parce qu'entre un adolescent et une personne âgée, les comportements par rapport au digital ne sont pas les mêmes. Par rapport à un développeur ou un profil business, eh bien, l'utilisation de l'application ne va pas être la même et donc ça va influencer votre façon de construire votre produit. Ensuite, bien sûr, c'est pertinent d'étudier la concurrence, voir qui se positionne sur le marché, quel positionnement, avec quelles fonctionnalités ils essayent de résoudre la problématique de notre client. Et aussi d'analyser le marché et ses contraintes
Donc quand je parle de contraintes, ça va être les contraintes juridiques. Par exemple, si vous faites une application dans la santé, vous allez avoir des contraintes juridiques, notamment sur les types de serveurs où vous allez héberger vos données. C'est important de l'avoir en tête. Et les contraintes techniques, eh bien, par exemple, j'ai échangé la semaine dernière avec un profil sans aucun bagage technique qui souhaitait créer une application type jeu vidéo. Bon, là, il y a vraiment une contrainte technique par rapport à son bagage et ce qu'il souhaite faire. Donc, il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque avant de foncer tête baissée sur le développement. Et une fois qu'on a bien cadré ce projet, qu'on a notre killer feature et nos 2-3 fonctionnalités principales, eh bien, on va aller décrire chaque flow que l'utilisateur va parcourir sur notre application. Donc sur une fonctionnalité, on peut avoir plusieurs flows. Un flow, c'est un point d'entrée, une succession de décisions et un point de sortie. L'exemple du flow classique, ça va être l'authentification. L'utilisateur arrive sur la page de formulaire de connexion, pardon. Il va rentrer son email, son mot de passe, et il va être redirigé vers son espace. Ce qui est pertinent de travailler de la façon suivante, c'est d'abord, avant même d'imaginer les visuels, ça va être déjà de rédiger les flows d'un point de vue fonctionnel, avec les user stories notamment. Donc l'exemple parfait de la user story, c'est en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir créer un compte avec un email, un mot de passe pour accéder à mon espace privé. Une fois qu'on a décrit ces flows sous forme de user story, on va pouvoir passer à la partie visuelle et enfin établir l'exécution technique. Donc là, en l'occurrence, on va utiliser un back-end avec Firebase, l'outil d'authentification, et après, il faudra créer une page dans Flutterflow avec les actions qui vont bien pour permettre à l'utilisateur de se connecter. Ensuite, sur l'exécution technique, moi, ce que je recommande, c'est d'intégrer un flow à la fois, de tester et de recommencer. Pourquoi? Tout simplement parce que, admettons, quand vous cadrez votre projet, vous allez avoir 10 flows à intégrer. Eh bien, une fois que vous avez intégré le flow 1, le flow 2, premièrement, les intégrer et les tester un à la fois, ça vous permet d'isoler chaque bug et d'avancer sereinement. Et aussi, par expérience, je vois que des fois, quand on voit le résultat progresser sur l'application, on peut se remettre en question et intégrer un flow à la fois, ça permet d'être agile et de pouvoir pivoter au besoin sur le développement de son produit. Donc maintenant qu'on a bien cadré notre projet, donc le projet Expa, on s'est vraiment canalisé. Une killer feature qui est un agent IA qui permet à un utilisateur de créer un journal de bord pour s'expatrier. On va avoir en fonctionnalité secondaire un module d'abonnement et aussi le module d'authentification, bien sûr. Donc là, en l'occurrence, le projet il est développé avec Flutterflow. Il y a quelques mois maintenant, Flutterflow a sorti le module IA agent qui permet d'intégrer un agent IA directement dans votre application. La première chose à faire, ça va être du coup d'aller dans l'onglet agent IA, de créer un agent. Donc là, ce n'est pas l'agent Expa que je vous ai mis en capture d'écran, mais l'esprit est le même. Donc vous allez créer un agent, lui donner un nom, surtout lui donner des missions, quel est son rôle. Ensuite, vous allez pouvoir choisir le provider. Là, en l'occurrence, moi, je travaille avec Google Gemini. Et lui donner la request que vous allez lui envoyer. C'est-à-dire un texte, une image ou un audio. Vous pouvez lui envoyer plusieurs types de données. Et la réponse que l'agent va vous retourner. Donc là, en l'occurrence, c'est du Markdown, mais ça peut être du texte aussi, ou d'autres types de données. Ce qui est important une fois qu'on a créé notre compte sur Flutterflow, dans le cas où vous utilisez Gemini avec Google, ça va être d'activer déjà le plan Blaze sur votre compte Firebase. Donc le plan Blaze, c'est un paiement à l'usage. En fonction des ressources que vous consommez, vous allez être plus ou moins facturé. Une fois que vous avez activé le plan Blaze, c'est important d'avoir l'authentification d'activer sur votre compte Firebase, sinon l'agent IA ne fonctionnera pas. Ensuite, donc l'agent, on l'a déjà configuré. Donc là, on va lui envoyer une requête texte. On va récupérer un Markdown dans l'exemple de l'agent SEO, mais vous pouvez lui envoyer différents types de données.
Là, je repars sur le projet Expa et donc on va du coup créer une page qui va aller sur laquelle on va appeler cet agent parce que l'intégration Flutterflow vous offre la possibilité de créer l'agent dans les paramètres, mais aussi du coup d'appeler ce même agent depuis les actions Flow et de venir manipuler la donnée une fois que vous avez récupéré une réponse. Donc là, je vous mets une capture d'écran de l'action Flow qui vient récupérer l'agent IA d'Expa. En l'occurrence, sur cet agent, on va récupérer un JSON de données. Donc un JSON, c'est un tableau de clés-valeurs, parce que l'agent IA Expa est assez complexe, donc je dois récupérer un JSON pour pouvoir dispatcher la donnée aux bons endroits dans ma base de données. Et à partir de ça, je vais lire mes clés JSON et faire les mises à jour nécessaires sur le projet en base de données. Au niveau de l'intégration de l'agent, eh bien, c'est aussi simple que ça dans le sens où Flutterflow, je trouve, a fait vraiment une super mise à jour dans le sens où vous avez vraiment dans l'espace agent, la facilité de créer votre propre agent. Moi, dans le passé, il y a quelques mois ou un peu plus d'1 an, disons, j'avais déjà entamé des projets où j'intégrais des agents dans Flutterflow. Donc il y avait plusieurs façons de le faire, mais moi j'avais choisi la solution en API. C'était un agent qui fonctionnait avec OpenIA en l'occurrence. Alors c'était tout à fait faisable, mais techniquement il y avait quand même plus de complexité, notamment sur l'interprétation de la donnée et sur la manipulation. C'est d'ailleurs comme ça que Malik avait fait ses tout premiers tests avec toute la partie API de Flutterflow. Donc là, on a choisi de reprendre toute la partie logique du prompt de Malik, parce qu'il y avait déjà un travail qui avait été effectué là-dessus, et on a migré sur l'approche avec l'agent dans Flutterflow, parce que ça apportait beaucoup plus de fluidité dans le développement de l'application et dans les différents flows utilisateurs. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, merci encore d'avoir fait le déplacement, c'est vraiment un plaisir de voir autant de monde pour ce premier événement. Donc, si vous souhaitez approfondir le développement d'un agent IA dans Flutterflow, sachez qu'il y a une vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube. J'ai fait deux cas d'usage sur comment créer un agent SEO et comment créer un agent classique type chatbot. Donc, je vous laisse aller les découvrir si vous le souhaitez. Je vais maintenant laisser la parole à Hugo. Il y a des questions peut-être, non? Oui. C'est bon. Tiens. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Mourlan et aujourd'hui je vais vous parler de mon parcours, de comment Flutterflow a réinventé ma carrière de développeur. Il faut savoir qu'au départ, j'étais développeur web, donc en fait j'ai travaillé vraiment avec les dinosaures du web, ce que j'appelle HTML, JS, CSS, PHP, etc. C'était une très bonne expérience en fin de compte parce que j'ai travaillé sur des projets type e-commerce, CRM, etc. C'était à l'époque où j'étais encore en CDI. Mais très vite, j'estimais que j'avais atteint assez de compétences et j'étais un peu en baisse de motivation. Et moi, ce que j'ai toujours voulu faire, c'est des applications. Et du coup, j'ai découvert Flutter. Donc Flutter, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework qui a été créé par Google. Et donc j'ai commencé en parallèle de mon job à apprendre ce langage avec Dart évidemment. Et donc j'ai publié mes premières applications. Et donc je me suis dit en fait je suis capable de faire des applications pour moi, pourquoi pas pour les autres. Et du coup je me suis lancé en freelance directement. Donc en fait, il faut savoir que quand on est freelance, il y a plusieurs challenges qu'au quotidien on rencontre. Ce qui est assez dur en fait quand on est freelance, c'est d'aller toujours plus vite pour du coup avoir
comment un turnover assez rapide en fait au niveau des missions, de reprendre assez vite, etc. Il y a aussi pas mal d'exigences au niveau des délais de livraison. Les clients, c'est vrai qu'ils veulent, en fait, ils veulent des projets très très vite. Et du coup, il y a une contrainte quand même au niveau des délais. Et donc, voilà, il fallait que je trouve une solution en fait pour être plus rapide, etc. dans mes développements. J'ai commencé en fait à m'informer en fait sur ce qui existait, sur tout ce qui est no-code, low-code, etc. Ça a commencé à arriver sur le marché. Et en parallèle de ça, en fait, j'ai des clients qui voulaient de la presta sur Flutterflow. Et moi, j'étais incapable de livrer des projets dessus. Ce qui est bien en fait avec Flutterflow, c'est que en fait, c'est connecté avec Firebase, Supabase et un système de gestion d'abonnement qui est Revenu4, donc je vais vous parler juste après. Et vous avez évidemment Algolia en fait qui est le moteur de recherche qui peut être connecté en fait avec une base de données Firebase. Donc en fait le freelancing c'est quelque chose qui n'est pas très simple parce qu'en fait il y a une incertitude au niveau des missions. Pour moi, selon moi, c'est un CDI déguisé. Et fallait que je me sorte un peu de ce calvaire. Et j'ai commencé à créer mes propres projets pour moi et pas pour les autres. Donc j'ai développé un petit écosystème d'app qui me rapporte entre 1500 et 3000 $ par mois. Et donc je vais vous montrer comment je monétise une application avec Flutterflow et Revenu4. Donc il faut savoir que déjà, qu'est-ce que c'est Revenu4 ? En fait, c'est un système qui permet de gérer des abonnements. C'est un système très simplifié en fait où on peut avoir des suivis sur les churns, sur les remboursements, etc. Ça permet vraiment de tout centraliser, que ce soit chez Apple ou chez Google, et aussi sur le web pour Stripe. Et l'intégration, elle est vraiment, vraiment simple. Donc là, j'ai préparé un petit tuto. Il n'y a pas de tout parce que, en fait, monétiser une app, c'est un petit peu long. Il y a des paramétrages à faire sur Apple et sur Google. C'est pour ça que j'ai créé un guide complet qui est dispo sur mon dernier post LinkedIn. Donc déjà, les bonnes pratiques pour faire un bon paywall, pour avoir plus de chances de faire accepter son app par Apple et par Google, c'est déjà d'avoir un nom clair en fait, vraiment bien défini, comme mensuel, 6 mois, annuel. Il faut que le prix exact soit affiché, c'est-à-dire par rapport au pays de l'utilisateur, qu'il soit aux US, c'est en dollars, si c'est en France, c'est en euros évidemment. Et vous devez évidemment préciser, si c'est une période d'essai, vous devez dire à vos utilisateurs qui seront prélevés par la suite après les 7 jours d'essai. Ensuite, il y a tout ce qui est politique, confidentialité, etc. Et toujours inclure un bouton pour restaurer ses achats. Donc là, c'est un flow très très simple pour créer une action d'achat. Donc au départ, en fait, on va vérifier si l'utilisateur n'est pas déjà client. Donc là, on fait la condition pour la vérification. Ensuite, on a une autre action dans le false ici, où si du coup il n'est pas client, eh ben, on va faire une action d'achat. Donc en fonction, là c'est un cas un peu particulier parce que en fait c'est un paywall avec 3 possibilités, donc un mensuel, un 6 mois et un annuel. Donc en fonction de ce que l'utilisateur a choisi, on va déclencher l'achat en fonction de ce qu'il a choisi du coup. Et ensuite, on a une petite condition en fait qui va déterminer si l'achat a fail ou si c'est OK du coup. Et du coup, c'est tout pour moi. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Tiens. Question rapide, facile. Ouais, vas-y, dis-moi. Pour Revenu4, il n'y a pas besoin d'avoir un back-end derrière? Non, tout est géré en fait par le logiciel, ouais. Ça c'est top. Ouais, dis-moi. Une comptabilité derrière, une facturation.
En fait, pour la facturation, c'est très simple. Apple et Google, ils te font des virements tous les 3 mois, en fait. Donc c'est hyper simple. Et tu monétises, c'est quoi les types d'apps que tu as? C'est des jeux, C'est de l'app utilitaire, en général. Par exemple Par exemple, ça peut être une app pour scanner les calories de ton plat, quoi. Ok. En gros, c'est ça. D'autres questions? Ouais, vas-y. J'ai pas retenu ton nom. Moi, c'est Hugo Mourlan. Voilà. Comme tu as dit qu'il y a un guide sur LinkedIn, il faut que... Ouais. Il y a un excellent guide que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Donc, Vous avez d'autres questions? Combien ils te prennent en revenu 4 En fait, c'est plutôt Apple qui sont très gourmands. Donc, Il y a un abonnement en revenu 4 si, alors, maintenant, ça a changé. Je crois que tu payes $28, un truc comme ça, quand tu dépasses $2700 de revenus récurrents. Voilà. Ah, donc au début c'est gratuit. Ouais, au début c'est gratuit, donc il y a de la marge. Vas-y. Quel était le processus de créer des apps utilitaires et puis ensuite un tas d'apps et puis décider telle application que vous avez créée, vous mettez, vous monétisez en fait. Comment est-ce que vous sélectionnez quelles applications et est-ce que c'était un peu au hasard ou c'était Alors il n'y a jamais de hasard pour ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que moi j'ai une stratégie assez simple, c'est que je vais sur TikTok, je vois ce qui fonctionne, je le reprends, j'ajoute une proposition de valeur et ensuite je market à fond. D'autres questions? Est-ce qu'il faut, je sais pas, ouvrir une micro-entreprise un truc avant? Ouais, c'est préférable, ouais, si tu veux, pas de soucis. Hein. Allez-y, hein, parce que moi j'ai envoyé là et du coup c'est vrai que... C'est tout bon? Ouais, dis-moi. Je suis un peu naïf, mais tu trouves où les utilisateurs qui sont prêts à payer pour... Et ben ça, il n'y a qu'une seule chose en fait, c'est marketing quoi. Tu vas créer des posts en masse et tu vas publier tous les jours 3, 4, 5 posts. C'est quoi la durée de vie d'une application? Après ça dépend comment tu l'entretiens en fait. Comment tu l'entretiens, Après quand tu as des utilisateurs, forcément, ils attendent à ce que tu développes des mises à jour, etc. Ouais, j'ai une question sur Apple. Est-ce que tu payes pour les mises à jour ou pas? Non, tu payes pas pour les mises à jour. Par contre, tu as un abonnement à $99 par an. Et sur Google Play, je crois que c'est $25 à vie. Sur Apple, même sur la phase de test, tu dois payer $99. Ouais, bien sûr. C'est Apple, hein. Sur combien de fonctionnalités vous limitez en général? Ça dépend en vrai. Moi, j'essaye toujours de proposer quelques fonctionnalités gratuites et ensuite du payant. Après, il faut ajouter un peu de la frustration. Il ne faut pas que tout soit gratuit, quoi. Est-ce que tu utilises beaucoup les notifications pour faire la croissance aussi? Pas trop sur les MVP. En général, je fais très simple. Moi, pour moi, MVP, ça doit prendre 1 semaine, voire même 2 semaines à développer. Et après, voilà, c'est marketing à fond. Comment tu arrives à entretenir toutes tes apps En fait, tu prends celle qui fonctionne le plus et tu vas la pousser à fond, quoi. Et après, le reste, tu les entretiens au fur et à mesure, quoi. C'est du brute force, c'est-à-dire tu fais beaucoup d'apps et ensuite... Alors, faut pas en faire beaucoup non plus, parce qu'après, tu es défocus et tu vas un peu dans tous les sens. Il faut déjà en faire une qui fonctionne très bien, et ensuite, tu itères, en fait. Et du coup, c'est laquelle tu peux nous raconter celle qui marche le mieux? Ça, c'est un petit secret que je garde. C'est un peu comme les produits gagnants sur les sites e-commerce. Est-ce que tu as des apps qui s'ouvrent à partir de Dynamic Links ou des trucs comme ça? Non. Peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, pas nécessaire. Vas-y. Est-ce que tu as déjà implanté du parrainage pour tes applications? Non. Mais c'est très pertinent de le faire, mais quand tu as des campagnes influenceurs, etc., c'est vrai que c'est sympa de le proposer, quoi. Tu as beaucoup de custom code sur tes apps? Ouais, pas mal. Il y en a une en particulier que je vais refondre avec Claude Code.
Parce que sur Flutterflow, c'est un peu chaud quand même de refaire. Sur quels aspects ça a été nécessaire de mettre du code custom? Sur de l'IA par exemple, parce qu'à l'époque c'était peut-être pas aussi développé. Même encore, je crois que c'est pas top. Par rapport au PSP de Revenu 4, tu as dit que tu tournais sur Stripe. Est-ce que tu t'es déjà fait shutdown Sur Stripe? Stripe, je travaillerai jamais avec eux parce que c'est n'importe quoi. Moi, je reste vraiment que sur Apple et sur Google. Et en plus de ça, les gens, ils ont beaucoup plus confiance en Google où ils peuvent faire du coup un Google Pay ou Apple, quoi. Stripe, c'est sur le web. Ouais, c'est ça, c'est plutôt des SaaS, des trucs comme ça. Revenu 4, ça marche avec les achats intégrés. Ça se connecte aux achats intégrés. On peut utiliser Revenu 4 que pour des paiements uniques pour remplacer Stripe ou pas? Non. Tu peux faire du paiement unique, hein. Mais vraiment, c'est mieux le MRR. Oui. Je me demandais par rapport à l'utilité de Stripe. Parce que Ouais. pour moi, ça sert qu'à ça pour le paiement unique. Ouais, bon, après, c'est plutôt pour les SaaS, moi j'ai envie de dire Stripe. D'autres questions? Ouais, vas-y. Pour le payroll, est-ce que tu le fais sur in-app ou c'est Revenu 4 qui fait le payroll? Alors justement, en fait, tu peux le faire depuis Revenu 4, mais moi, je le fais un peu comme ça, je le hardcode carrément, quoi. C'est plus simple de faire avec Revenu 4 ou... Ouais, vraiment, c'est plus simple, hein, c'est du glisser-déposer, tu changes des couleurs, enfin, franchement, c'est pas mal. En plus, tu as pas mal de templates sur Revenu 4, mais j'ai jamais trop expérimenté. Tu as des best practices sur des payrolls qu'on faire? Ouais, justement, alors, pour revenir un petit peu en arrière, en fait, c'est tout ça, c'est vraiment tout ça, les bonnes pratiques pour que justement tu sois validé par les plateformes. Donc ouais, le nom clair de ton abonnement, que tout soit vraiment très clair en fait dans le... D'autres questions? Ouais. Tu veux mon LinkedIn? Hein? On enverra un email récapitulatif. Mon LinkedIn, c'est Hugo Mourlan. C'est très simple. Tu peux le montrer? Oui, montre. Je l'ai pas... Non, mais ton nom. C'est ton nom. Tac. Voilà. D'autres questions? Encore? Il y a des synergies entre tes différentes apps pour... Non, absolument pas. Il n'y a pas de synergie du tout. Ah non, mais vraiment. Hein. Tu vas envoyer beaucoup de guides demain, je sais. Oh, ouais, je pense, ouais. C'est tout bon. Est-ce que tu as reçu des offres de rachat pour tes apps? Non, pas encore. J'attends que ça augmente le MRR, après on verra. Du coup, tu es vraiment genre en solo, freelance Je suis plus freelance. Je suis vraiment... là, je crée mes apps et je développe pour moi, en fait. D'autres questions ou c'est tout bon? Allez, vas-y. Et juste moi, si je peux donner une astuce pour le rapport Stripe achat intégré, c'est tout ce qui est digital sur Apple et sur les stores. En fait, tu peux pas utiliser Stripe. Donc en fait, dès qu'on est sur du mobile achat in-app, on est obligé, quand c'est un produit digital, d'acheter via les achats intégrés. Tu peux pas utiliser Stripe, sinon tu es banni de l'App Store. Mais le hack de faire... Tu te fais bannir aussi, c'est Fortnite. Ils ont été bannis de l'App Store à cause de ça. Ouais. Et c'est en... Amazon Prime, ils font ça. Non, si tu vas sur Amazon, tu peux pas acheter un Kindle sur l'application iOS. Tu peux acheter un livre papier, mais pas un livre digital. Sinon, c'est 30% de commission Apple. Mais ça n'a pas changé récemment? Il y a pas eu... C'est en cours, il y a des procès qui sont en cours contre Apple, mais actuellement, c'est... D'accord. Voilà. Bon, voilà, petit aparté. Alors, hop.
Ok, donc moi je vais vous faire une présentation. Enfin, on a essayé de faire des thématiques un petit peu complémentaires. Donc moi je vais aborder la partie un petit peu scalabilité, c'est-à-dire essayer de voir loin dans vos projets et de voir à une base d'utilisateurs qui va grandir. Et du coup, quand on crée un projet, on va toujours avoir cette idée, ok, on va commencer petit, sauf que les projets d'application que vous connaissez tous, Instagram, WhatsApp, c'est des centaines enfin c'est des millions, voire des milliards d'utilisateurs pour certains. Et du coup, c'est comment en fait les astuces que Flutterflow nous donne, nous apporte pour faire des projets qui vont être scalables. Alors, on s'entend sur les mots, mais à notre échelle, c'est des petites astuces toutes bêtes qui vont, quand vous les connaissez, en fait, ça vous change la vie. Donc je me présente rapidement, je m'appelle Driss, je suis connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Driss AS. Mon nom complet c'est Driss Alaouissosé et je suis formateur consultant. Donc ça fait des années que je fais des formations en ligne. J'ai commencé avec Flutter et je suis passé à Flutterflow il y a 2-3 ans. Notamment parce que on en a parlé alors que mon premier avis n'était pas forcément positif. Enfin bon, comme tous les outils, au début on est un peu sceptique et après on finit par les adopter. Et aujourd'hui, avec tous les outils IA, vibe coding, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de réticences, mais c'est intéressant toujours de voir le changement qu'on fait quand on va passer à un outil. Du coup, moi, les supports que je vais vous présenter ce soir, c'est des applications que j'ai développées dans le cadre de mes formations, parce que c'est des exemples assez basiques, enfin, c'est des applications très connues. Donc, il y a WhatsApp, TikTok, Instagram, Amazon. Et c'est des exemples qui sont très parlants parce qu'ils sont formateurs. Parce que c'est des applications comme Instagram, par exemple, je vais vous en parler un peu plus, où il y a un levier, enfin le besoin de scalabilité, il est énorme. Et donc l'idée, c'est comment nous, avec très très peu de moyens, on peut, notamment grâce à Flutterflow, créer des équivalents de ces applications-là. Enfin, je veux dire, avec des moyens qui sont un peu... Enfin, je veux dire, avec pas grand-chose, on peut recréer des applications à cette échelle-là. Okay ? Donc toutes les astuces que je vais vous donner, c'est comment on peut concevoir un projet dès le départ pour que potentiellement il puisse accueillir beaucoup d'utilisateurs. Okay. Alors l'exemple d'Instagram, moi c'est celui que je donne souvent, c'est un des projets de ma formation Flutterflow. Pourquoi ? Parce que Instagram c'est l'exemple typique d'une application où il y a de l'interaction sociale, où tout est basé en fait sur votre profil d'utilisateur et tout ce que vous allez faire en tant qu'action, c'est associé à votre profil. Okay. Et l'exemple de scalabilité, j'ai mis là une capture d'écran, c'est le fil d'actualité. Okay, donc là, un feed, il va être personnalisé, il va être infini, on va le voir. Et surtout, jamais dans un projet en conditions réelles, vous voulez faire un appel à vous imaginer le nombre de posts qu'il existe de photos Instagram. Donc, vous ne voulez pas appeler toute la table de données de posts à chaque fois que vous allez sur l'écran d'accueil. Et donc moi, les astuces que j'ai trouvées, c'est comment on fait de la recommandation de contenu, comment on fait pour concrètement afficher un résultat à l'utilisateur avec des astuces assez simples. Okay, donc l'idée, c'est de ne pas aller dans quelque chose qui soit trop complexe, mais très concrètement, comment on fait. Le premier point, la première astuce que je vais vous donner, c'est le Infinite Scroll. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent de nom. Non ? Un petit peu, oui. Voilà. Donc là, quand on est sur Flutterflow, on a juste une case à cocher qui est le Enable Infinite Scroll. Et pourtant, cette case-là, elle nous apporte énormément de valeur. Puisque vous pouvez avoir une table qui a une table de données avec des millions et des millions de contenus, vous allez lui dire de vous charger les contenus de 5 en 5. Okay. Donc pourquoi, par exemple, je donne des exemples comme ça ? Parce que c'est pas facile quand on découvre en fait un nouvel outil. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être moins bien. Et donc c'est vraiment en poussant les outils comme ça dans le retranchement qu'on va découvrir toutes les astuces qui nous font quand même gagner du temps. Okay. Donc première astuce que vous pouvez tous utiliser à partir du moment où là c'est du Firebase, hein, je précise, tous les exemples que je vais donner c'est avec Firebase. Donc, vous faites une query collection, n'importe quelle collection, mais vous mettez juste le Enable Infinite Scroll. Et donc là, moi j'ai fait ces exemples-là avec TikTok, je peux vous remettre l'exemple de TikTok juste ici. La lecture vidéo, donc c'est pareil, c'est pas quelque chose qu'on va scroller, c'est du swipe, mais c'est pareil. On peut limiter le nombre de contenus qu'on va précharger, donc c'est le cas pour Amazon. Vous avez une messagerie, c'est pareil, une messagerie, vous pouvez avoir des milliers de messages, vous ne voulez pas tous les afficher. Donc le Infinite Scroll, c'est pareil, une petite astuce que vous pouvez juste activer comme ça avec Flutterflow pour Firebase. C'est tout bête, mais ça vous fait gagner en scalabilité. Deuxième point, on en a parlé tout à l'heure, je crois que c'était Hugo qui en a parlé. Algolia, est-ce qu'il y en a qui connaissent Algolia ?
Un petit peu, oui. Ok. Donc Algolia, d'ailleurs, c'est une boîte qui a été créée par des Français. C'est un outil qui vous permet de faire de la recherche dans vos applications. Ok. Ça vient indexer votre base de données. Ok. Alors pourquoi c'est intéressant pour nous le point qui est intéressant, c'est que c'est assez simple en fait à mettre en place avec Firebase, avec Flutterflow, mais ça vous fait gagner énormément de temps. Okay, donc vous pouvez, moi j'ai fait dans tous les projets là, à peu près il y a de Algolia, vous pouvez venir indexer par exemple des posts ou des utilisateurs. Donc vous voulez refaire un Instagram, vous voulez refaire de la recherche par mots-clés, par hashtag, etc. C'est hyper simple. Alors, hyper simple, ça c'est moi qui le dis, mais c'est pas très compliqué. Okay, c'est-à-dire qu'on a des intégrations de Algolia qui sont relativement simples, et vous pouvez lui dire d'indexer tous vos utilisateurs, d'indexer tous les posts. Et il y a même un des outils d'Algolia qui est arrivé, qui existe depuis longtemps, mais dont l'intégration dans Flutterflow a été faite assez récemment, c'est la recherche par localisation. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà testé ça. Donc vous avez par exemple une base d'utilisateurs, vous voulez faire de la recherche. Je vais vous montrer le projet Uber juste après. Vous voulez regarder les chauffeurs qui sont pas loin de chez vous, vous pouvez utiliser Algolia pour lui dire, tu me prends la position actuelle de l'utilisateur, tu fais une recherche par un périmètre de vous donner la valeur en mètres, kilomètres, et ça va vous renvoyer les personnes, les chauffeurs qui sont dans ce rayon-là. Ça se fait déjà avec Snapchat et Instagram, avec les hashtags. Ouais. Tu peux voir ça. Non mais justement, là, ce que tu as, c'est que Algolia te permet de le faire. Et c'est quasiment du no-code. Enfin, là, notamment pour configurer Algolia, il n'y a pas de code, c'est que du no-code, c'est juste qu'on doit passer par une extension Firebase. Okay, et ce qui est bien, là on ne voit pas les visuels Flutterflow, je montre que le résultat, mais ça c'est pareil, c'est une query, c'est une requête Algolia. Là par exemple, je lui donne un mot-clé, j'ai 2 affichages de résultats Algolia, j'ai des posts et des utilisateurs. Et après vous faites ce que vous voulez. Et on peut faire une requête en donnant une position. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose, enfin, j'ai pas mis les captures d'écran là, mais ça paraît rien quand on le voit sur Flutterflow, et pourtant ça nous fait gagner énormément de temps. Et notamment, vous pouvez aussi gérer les cas de faute de frappe. Ce qu'on ne peut pas directement faire quand c'est de la recherche brute. Okay, donc l'intégration d'Algolia, c'est pareil, c'est un immense levier qu'on a avec Flutterflow et que ça s'intègre très bien avec Flutterflow. Alors on passe à la recommandation de contenu, ce qui est, je pense, en réalité le point le plus important, qui est que, ok, on a vu le résultat d'Instagram, comment on fait pour afficher du contenu sur une application qui a potentiellement des millions d'utilisateurs. Okay, et ça, c'est un point qu'on ne va pas forcément anticiper au lancement du projet. Enfin, moi, je sais, quand j'ai commencé aussi, je fonçais direct fonctionnalité, on crée le produit, etc. Mais on ne se pose pas la question de, ok, tant qu'on a 1 million d'utilisateurs, c'est bien. Quand on en aura 10 fois plus, 1000 fois plus, comment on fera? Et on est obligé de filtrer si on ne veut pas avoir ces coûts de cloud, de base de données qui explosent. Et en tout cas, j'ai réussi à montrer que c'était relativement simple à faire. Là, vous ne voyez pas, bon, c'est un custom code, hein, c'est une Cloud Function, pardon. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les Cloud Functions. Un petit peu? Ok. Donc les Cloud Functions, c'est dans l'écosystème Firebase, ça nous permet d'exécuter du code en dehors de votre application. Et donc là, on va pouvoir définir un algorithme. Alors un algorithme, c'en est pas un, mais c'est un code extrêmement, enfin, je ne vais pas dire simple, mais basique, niveau 1, c'est-à-dire que vous faites de la recommandation de contenu, vous prenez les personnes, vous prenez ses abonnements, les posts que la personne a créés, et vous lui créez un fil d'actualité qui est personnalisé. D'accord? Et donc, en fait, ce que vous voyez sur l'image ici, j'ai une collection qui est dédiée au fil d'actualité de la personne. Je ne sais pas si ça vous parle, les sous-collections Firebase. Ouais, ça parle? Donc en fait, chaque personne va avoir une collection qui lui est dédiée, et cette collection-là, elle va lui proposer son contenu qui l'intéresse, elle. Et donc, en fait, on peut optimiser son projet, c'est pas hyper compliqué, d'accord? Il faut juste commencer en anticipant, même si au début c'est pas le cas, les besoins futurs de l'application. Même si dans un scénario où ça multiplie par 1000, c'est pas la lecture que je vais optimiser, c'est mon algorithme après que je vais utiliser. Et vous le savez, tous les réseaux sociaux en fait mettent régulièrement leurs algorithmes à jour, sans que ça affecte vous, votre expérience. Enfin, ça va affecter votre expérience, mais c'est pas vous qui faites une mise à jour manuelle. Okay, c'est eux, leur algorithme, qui viennent mettre à jour. Ok? Donc voilà, là, les autres projets de la formation, j'ai un Uber, Amazon. Alors, il y avait des questions sur les custom codes tout à l'heure. Je sais plus qui en parlait. Typiquement, ça, c'est un custom code Flutterflow.
Okay, l'affichage d'un trajet, c'est avec un package Flutter. Ça, c'est un custom code où on est obligé de rédiger un custom code et même de sortir de l'écosystème Flutterflow parce que ça fait partie des packages où ça va fonctionner que sur un réel terminal iOS. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Donc là, TikTok, projet assez similaire que Instagram, simplement là on traite de la vidéo et pas de l'image. Amazon, ici on a une intégration, en fait c'est toujours les mêmes astuces. La partie scalable, c'est toujours le infinite scroll, c'est toujours la recherche. Au niveau de la WhatsApp, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pareil, c'est quand on va afficher les messages, on va utiliser un système de collection sous collection et ensuite afficher les messages de 10 en 10. Okay, donc l'idée, c'est de toujours anticiper la croissance de votre application et même dans une première version, en gros, ne jamais besoin d'avoir interrogé la totalité de votre base et de créer toujours du contenu qui est préconçu. D'accord? Donc ça rejoint la logique d'Algolia. Algolia, ça indexe votre base de données à l'avance. Okay, et donc ça va vous permettre de faire de la recherche beaucoup plus vite. Okay, voilà. Et du coup, là, c'est le projet Uber qu'on voit en fonctionnement, que vous voyez tourner sur un... Bon, c'est en accéléré, là, mais ça fonctionne sur un terminal en réel. Ça fait partie, par exemple, là, des projets. On peut les développer avec Flutterflow, mais on est obligé de sortir le code ou de sortir de l'écosystème no-code parce que certaines fonctionnalités ne seront pas accessibles. D'ailleurs, ce sera la même chose pour Dreamflow ou n'importe quel outil. Donc, par exemple, il y a l'affichage du tracé Polyline, il y a le paiement avec Apple Pay. Okay, donc, tout ça, c'est des fonctionnalités qui vont être quasiment natives. Et donc là, on va être obligé de passer par un émulateur en conditions réelles. Okay, et ça fait aussi partie des points qui sont importants, qui ne sont pas évidents à comprendre. En tout cas, quand on ne connaît pas ce monde-là, c'est qu'est-ce qui est natif, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, typiquement, dans le projet Uber, c'est l'affichage de la carte. Enfin, on peut le faire en version web test mode à gauche, mais certaines fonctionnalités vont être accessibles uniquement que sur un terminal en réel. Et souvent, sur iOS, en tout cas, on a un peu des contraintes. Si vous voulez tester les notifications push, il faut obligatoirement le tester sur un téléphone réel. Vous ne pouvez pas le faire sur un émulateur, par exemple. Okay, donc voilà, j'ai mis, c'est pas juste un outil de prototypage. On peut vraiment pousser cette solution-là, que ce soit Flutterflow ou Dreamflow par la suite. On peut la pousser assez loin avec des custom codes parfois et avec toutes ces petites astuces d'optimisation que je vous ai données aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi.